Salut Internet, on est déjà de retour. Quasiment un mois jour pour jour est passé depuis que je vous ai présenté 107 faits surprenants sur nos départements français. Le temps est maintenant venu de faire un tour d'horizon des bâtiments et des lieux les plus bizarres de notre pays. Et j'insiste, le terme bizarre, il englobe pas mal de choses. Des endroits beaux, laids, étranges, mystérieux, du bizarre stylé, du bizarre affreux. Bref, pour certains, je vais vous laisser vous faire votre propre avis. Quoi qu'il en soit, on sort de l'ordinaire et on commence tout de suite. On attaque évidemment avec l'un qui m'a directement fait suer, il faut le dire. J'ai eu du mal à trouver un lieu vraiment bizarre, mais après quelques balades sur Google Maps, je suis finalement tombé près du Champ de Mars de Bourg-en-Bresse sur ce que j'ai nommé l'ours de métal. Perdu au milieu d'un terre-plein, il a vraiment du style, ou du moins il en a eu. Si on remonte dans le temps, on peut voir qu'il s'est fait voler son petit pot de miel, qui ressemble plus à un baril de déchets radioactifs, mais aussi ses vêtements de supporter et sa couche. À ce rythme-là, l'an prochain, il lui manque un bras. C'est une image assez connue, il s'agit d'une petite partie de la Familistère de Guise, un endroit mythique de l'Aisne. Aujourd'hui, c'est en grande partie un musée, mais à l'origine, c'était un lieu qui accueillait les ouvriers des usines Godin et leurs familles, et dans lequel on trouvait toutes les commodités nécessaires pour vivre, boulangerie, boucherie, théâtre, buanderie, et même piscine à profondeur réglable. Non, c'est assez fou pour l'époque, faut le souligner. Dans l'Allier, on trouve la maison couleur du temps. Et vous pouvez pas la rater. Déjà parce que vraiment, il n'y a pas grand chose autour, mais aussi à cause de ses couleurs, évidemment. Et je vous le dis de suite, l'intérieur est similaire. Donc les amateurs de déco sobre, chic, épuré, non, vraiment passez votre chemin. C'est un artiste slash peintre slash poète qui transforme sa maison depuis plusieurs décennies maintenant. C'est assez étrange, très particulier, mais super insolite pour le coup. Nous sommes dans les Alpes de Haute-Provence, dans les montagnes de la Robine-sur-Galabre. Vous faites votre petite randonnée, perdu au milieu de rien, et... Oh, c'est quoi ça? Des cailloux sous verre? C'est hyper bizarre ce machin. Eh ben en fait, oui, c'est bizarre, mais pas tant que ça. Non, parce qu'il s'agit en fait, non pas d'un simple caillou, mais d'un fossile d'ichthyosaure, un animal marin datant du Mésozoïque. Et ils ont fait des travaux sur place, donc maintenant la zone est beaucoup mieux protégée. À Châteauroux-les-Alpes se trouve une épicerie littéraire. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Bon, spoiler, c'est dans le titre. On y trouve des livres et de la nourriture. Et tout aussi insolite, la devanture du magasin. Et elle a déjà changé plusieurs fois de style. Le magasin a déménagé depuis, mais il est juste un petit peu plus loin dans la même rue. La bibliothèque de Louis Nucera à Nice se trouve dans un espace dédié à l'art. Cette bibliothèque est collée au musée d'art moderne et d'art contemporain de la ville, qui est traversée par une route, un peu improbable déjà, et elle est en plus entourée de sculptures, dont celle de la tête carrée de l'artiste Sosno. 28 mètres de haut, c'est colossal. Pourquoi si haut et si gros, sérieux? Tout ça pour une tête dans un carré. J'imagine même pas la vue que les habitants de cet immeuble doivent avoir. Ah, et petite mention spéciale au monstre du Loch Ness de l'autre côté du parc, qui ressemble à tout, sauf à Nessie. Si vous empruntez la route de Bidon, en Ardèche, déjà c'est très drôle comme nom de route, eh bien sachez qu'elle vous mènera jusqu'à la forêt d'Émile Zarbre. Un parc à thème caché dans une forêt, je vous rappelle que c'est la forêt d'Émile Zarbre, parc à thème dans lequel tous les jeux proposés sont sur le thème de la nature. Numéro 1 des parcs d'attractions à Saint-Remez. Bon, sur 1, d'accord, mais quand même, c'est le numéro 1. Pour jouer avec des feuilles, des cailloux et des brindilles, je trouve qu'il mérite bien sa place de numéro 1. Vous êtes cette fois-ci à Charleville-Mézières, dans les Ardennes, sur la place Churchill. Place sur laquelle vous n'avez apparemment pas le droit d'emmener votre bouteille et votre petit verre de vin. Bon, mais si vous vous promenez un peu, vous arrivez devant un cabinet d'avocats et bam, un automate de 10 mètres de haut encastré dans une maison. Et il est pas là par hasard, évidemment. Il est là pour vous raconter l'histoire des 4 fils Aymon, une légende ardennaise connue dans la région. Au fin fond de l'Ariège se trouve une statue de l'île de Pâques. J'ai essayé de trouver le lien, de comprendre comment ce gros caillou était arrivé là, et il s'avère qu'il est juste le vestige du petit festival latino-américain de Tarascon-sur-Ariège en 1998. Aucune autre raison. Apparemment, ils se sont fait un petit kiff, ils ont missionné de vrais habitants de l'île de Pâques pour réaliser la statue.
Après la rando dans les Alpes de Haute-Provence, petite marche rapide dans la forêt domaniale du Temple dans l'Aube. Quelque part, par là, ou peut-être par là, se cache le chêne à l'obus. Et pas de mystère ici, il s'agit d'un chêne dans lequel s'est planté un obus. Ce qui est bizarre par contre, c'est qu'on ne sait pas comment il s'est retrouvé ici. Il n'y a que des théories, mais rien de sûr pour l'instant. Bon allez, parce que je suis sympa pour ceux qui veulent savoir, le chêne à l'obus se trouve ici, très précisément, au nord de la commune La Loge aux Chèvres, dans laquelle on trouve une loge maçonnique de Caprinet. Voilà. L'Aude lie l'utile à l'agréable en proposant un sentier sculpturel. Tu te promènes et tout au long de ta balade, tu tombes sur de belles et jolies sculptures. Yes, un réel plaisir de tomber là-dessus. Ça me donne envie de manger de la vache qui rit, c'est incroyable. Comme beaucoup d'entre vous, je l'imagine, je me promène très souvent à Saint-Sevé-du-Moustier, dans l'Aveyron, avec Google Maps bien évidemment. Et l'autre jour, au fil d'une de mes balades, j'ai repéré la construction insolite. Il s'agit d'un palais imaginaire en perpétuelle construction. C'est un travail collectif et c'est sûrement à cause de l'aspect collaboratif que ça a donné une esthétique très particulière où chacun a cherché à proposer sa propre vision de l'art. Ça et le fait que le palais est construit par des enfants, des adolescents et des adultes sans compétences préalables, je ne fais que citer. Ça explique peut-être le pourquoi du comment. Je charrie évidemment, c'est ce qu'on appelle de l'art brut et ça ne sera pas le seul exemple de ce genre présent dans cette vidéo. Tenez-vous prêts, Les Bouches-du-Rhône. Et vous pensiez vous en tirer avec vos calanques, vos villages pittoresques, vos plages. C'est bien mal me connaître. Je n'ai qu'une question en voyant ça. Pourquoi le bloc tagué au milieu d'un terrain vague que vous voyez à l'écran est le stadium de Vitrolles? Et on parle pas d'un petit truc, on parle d'un stadium de 5000 places, construit par l'architecte du Mucem. Alors je me permets de répéter ma question. Pourquoi ? Je me suis évidemment renseigné, il s'avère que ce bloc noir n'a été en fonction que 4 petites années, le temps que des gens dynamitent le groupe électrogène du stadium pour des raisons politiques en 98. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec un lieu digne des urbex du Grand JD. Bon, je suis un petit peu de mauvaise langue depuis quelques temps, des rénovations ont été entamées, ok, d'accord, ok, très bien. Je suis désolé, le Calvados, mais en 2023, la ville d'Honfleur a reçu un prix incroyable, celui de l'entrée de ville la plus moche. Bon, les articles montraient toujours la même photo et vous serez d'accord avec moi, c'est vrai que c'est pas très très beau, mais quand même, vu que je pousse les choses au bout, je suis allé voir pour me faire une petite idée par moi-même et je dois l'avouer, on doit vous rendre justice. Non, parce que ok, il y a mieux que des panneaux publicitaires pour accueillir les gens, mais franchement, si on tourne la caméra à gauche, ça va. Et la chose la plus étrange qu'on peut trouver le long de cette route, au final, c'est peut-être cette vache qui vous regarde bizarrement. En même temps, elle se demande pourquoi vous allez à Honfleur, quoi. L'Angleterre à Stonehenge, Carnac à les Menhirs, l'île de Pâques à les Moailles, et l'Ariège aussi du coup. Mais attention, le Cantal à l'incroyable dolmen de Recoul. Hyper pratique pour couper son petit morceau de Cantal pendant un pique-nique. La France possède un record du monde vraiment nul, nous sommes le pays où il y a le plus de ronds-points. Et en allant voir les chiffres, c'est vrai que c'est n'importe quoi. Entre 55 et 65 000 sur tout le territoire. La France aurait plus de ronds-points que tous les pays d'Europe réunis. Et vous imaginez bien que sur 60 000 ronds-points, bon, il y en a quelques-uns, c'est des ratés. Et c'est génial parce qu'on peut les mettre à l'honneur dans cette vidéo. La Charente ouvre donc le score avec le rond-point du passage de train à Angoulême. Quasiment 20 000 € de déco qui viennent certainement du contribuable. Et tout ce que ça crée, c'est l'envie de prendre le train pour ne jamais revenir par ici finalement. Et dans le même genre, la Charente-Maritime. C'est terrible parce que c'est là où je vis, mais je sais pas s'il y avait un concours entre les deux Charentes. Le rond-point escargot géant, on adore, vraiment. Vous vous apprêtez à prendre la sortie Jonzac pour aller vous éclater aux Antilles, mais vous tombez sur ça. Un escargot qui se mate dans un miroir pendant qu'un autre, perché sur une branche, se demande ce que fout son pote. Je sais que l'escargot c'est sacré dans la région, mais vous n'êtes pas obligés d'en mettre partout les gars. Quoique, ça me donne un peu faim, il est 18h30 au moment où je tourne, à 2 doigts de me faire des cagouilles ce soir. Quand les mystérieuses cités d'or rencontrent Blade Runner, ça donne Saint-Amand-Montrond dans le Cher. La cité de l'or, c'est comme une sorte d'anomalie dans le paysage. À l'intérieur, on y trouve entre autres un musée consacré à l'or. Vous pouvez même assister à la fonte d'un lingot d'or en direct.
Une petite sculpture d'une femme qui se sèche l'arrière-train avec une serviette. C'est exactement ce qui vous accueille sur la façade de la maison Renaissance à Beaulieu-sur-Dordogne, en Corrèze. Me dites pas que c'est pas bizarre. Si vous voulez voir du bizarre en Corse du Sud, il faut se rendre sur le site archéologique de Filitosa. On y trouve des menhirs, certains ont des visages et sont armés, d'autres ont des parties du corps sculptées et des accessoires. Encastré dans un pan des murs de la citadelle de Calvi se trouve la proue d'un bateau au-dessus de laquelle se dresse un buste de Christophe Colomb. Alors pourquoi c'est là ? Eh bien peut-être parce qu'une tradition orale et locale affirme que Christophe Colomb serait né à Calvi et non à Gênes. Mais qu'est-ce que c'est que cette théorie loufoque ? Voilà, je sais pas quoi vous dire, la Côte d'Or, c'est particulier quoi. Il y a Jean-Claude G sur TripAdvisor qui a tenté de trouver un sens à cette œuvre de la ville de Nolay. Et j'aime bien sa conclusion, c'est un joli épouvantail à moineaux. Pour rendre hommage aux saints bretons, les Côtes d'Armor ont érigé la vallée des saints. Pas moins de 150 statues sont déjà installées sur la colline de Kénéquiac. Parmi elles, évidemment, on retrouve les 7 principaux saints fondateurs de la Bretagne. On le voit, il y a encore beaucoup de place pour réaliser l'objectif du projet, 1000 statues qui sauront vous émouvoir par leur apparence bienveillante. Après les cités d'or dans le Cher, j'appelle les lignes Nazca dans la Creuse. La licorne de Vassivière, que vous voyez à l'écran, est un géoglyphe qui fait tout de même la taille de la Tour Eiffel. Et qui a la particularité d'être une licorne humanoïde, avec du monde au balcon. Typiquement, là, c'est à vous de vous faire votre propre avis. Vous êtes en Dordogne, vous vous baladez dans Sarlat et hop, votre regard est attiré par cette étrange tour. Et là vous vous dites que c'est juste de la vieille pierre sale, rien d'extraordinaire. Ce qui n'est pas faux, au premier abord seulement. Parce qu'en fait, il s'agit d'une lanterne des morts. Et là, ça claque. On en trouve un peu partout en France, sous différents noms et sous différentes formes. Elles datent généralement du Moyen-Âge et elles avaient pour but de guider les défunts grâce à leur lumière. Une sorte de phare funèbre en forme d'obus pour la lanterne de Sarlat, certes, mais ça reste quand même assez stylé. Bizarre, mais stylé. André Malraux est un écrivain français connu entre autres parce qu'il a été le tout premier ministre de la culture de la Ve République désigné par De Gaulle lui-même. C'est donc tout naturellement que Pontarlier dans le Doubs lui a rendu hommage en lui consacrant ce magnifique rond-point absolument pas glauque. Franchement, il n'y a pas à dire, la ressemblance est bluffante. Pour la Drôme, la facilité aurait été de vous parler du palais idéal du facteur cheval, parce que dans le genre bizarre, étrange, mystérieux, monument iconique de l'art brut, le palais coche toutes les cases. Mais je trouve ça trop connu, et surtout on trouve d'autres singularités dans le département. Tenez, par exemple, dans les rues de Valence se trouve une toute petite place, mais surtout un gros monument funéraire. Il est surnommé le pendentif, et si on se demande ce que ça fait ici en plein milieu des habitations, il faut revenir dans le passé. Au XVIe siècle, à cet endroit très précis se trouvait le cloître de la cathédrale Saint-Apollinaire. Et oui, et petit fun fact à son sujet, il fait partie des tout premiers monuments historiques classés de France. La maison de la vaisselle cassée à Louviers, dans l'Eure, fait partie de ces choses que je n'arrive pas à catégoriser et qui me rend assez perplexe. Objectivement, c'est vrai que le travail de Robert Vasseur est colossal, le lieu est vraiment hors du commun, et en même temps, je peux pas m'empêcher de me dire qu'on a atteint le summum du mauvais goût. Et déjà un autre hommage à l'art brut, en Eure-et-Loire, avec la maison Picassiette. Un homme a passé une grande partie de sa vie à transformer sa maison avec, entre autres, des débris qu'il récupérait dans les décharges publiques. Ce qui explique son surnom de Picassiette. Alors encore une fois, j'ai beaucoup de respect pour tout le travail accompli, pour la dévotion dont le gars a fait preuve, mais ça là, et on a juste l'impression qu'il revient d'une grosse soirée nuit blanche, Jagerbomb à volonté là. Dites, le Calvados, je vous ai trouvé des copains pour pleurer un petit peu. Le Finistère a lui aussi eu le droit à une petite élection, celle du bâtiment public le plus moche. Ça a été réalisé par RMC et en première marche, c'est le cas de le dire, figurait cette espèce d'imbroglio d'escalier sur la place de Strasbourg à Brest. Je sais pas pourquoi il y a une place qui s'appelle Strasbourg à Brest, mais soit. Les Jetés, c'est le vrai nom de cette œuvre, a été érigée à l'occasion de l'inauguration du tram et devait amener le voyageur à hésiter entre convergence et divergence en le regardant et à se questionner sur sa destination. Ouais, c'est un petit peu flou, d'accord ? Me demandez pas plus de précision, j'y suis pour rien, moi, je fais que vous lire le descriptif.
Certaines personnes s'en tiennent à leur maison, d'autres voient beaucoup plus grand. C'est le cas d'un artiste du Gard qui s'est attaqué à son pâté de maison. L'avis des voisins, on se le carre et on transforme sa rue entière. On est donc à Nîmes et là, on aperçoit un avant-goût de ce qui nous attend. Mais si on va rue du Bec de Lièvre, on a une vision saisissante de l'œuvre. L'artiste a commencé en 95 et on peut finalement résumer son art en une phrase. Imaginez, c'est hausser le réel d'un ton. Magnifique. Toulouse. Les Toulousains là, et toute la Haute-Garonne finalement. Quand je vois ça, j'arrive pas à savoir si vous êtes totalement perché ou si vous avez juste beaucoup d'humour, parce que mettre une espèce de colon / boyau rose en plein milieu du jardin des abattoirs, y a pas à dire, c'est plutôt osé. Enfin, ça c'est ce que je croyais avant de voir le vrai nom et thème de cette œuvre. Cherchez pas, vous devinerez jamais si vous êtes pas au courant. Agoraphobia. Cette espèce de colon est donc une métaphore de l'angoisse, celle qui prend bien aux tripes des gens souffrant d'agoraphobie. Voilà, je sais pas quoi vous dire, à part qu'il, je sais pas, il faut peut-être vous détendre. Je sais pas, je comprends pas trop la Toulouse. Pas très loin de Toulouse finalement, on est dans la forêt de Saint-Élix d'Astarac, dans le Gers. Et si vous empruntez ce chemin, vous pourriez très vite tomber sur ça. Un truc super étrange de 6 mètres de haut pour 9 mètres de large, planté au milieu de la forêt. Il s'agit en fait de l'œuvre d'un artiste japonais intitulé Kaze, qui signifie vent et qui fait référence à la tempête Klaus de 2009. C'est une œuvre éphémère, ce qui veut dire qu'elle est vouée à se dégrader et à terme à disparaître complètement. Alors ça m'intéresse à toutes les personnes qui sont dans le coin. À quoi elle ressemble cette œuvre aujourd'hui en 2024 ? Attention la Gironde, ça va aller très vite et ça va être hyper arbitraire. La caisse d'épargne de Mériadec à Bordeaux. Je sais qu'il a été classé comme monument historique, mais je suis désolé. Ce mix entre une soucoupe en béton armé mélangé à un blocos de la Seconde Guerre mondiale, une pile d'assiettes, non, c'est pas possible les gars. D'ailleurs, les Bordelais ont l'air plutôt du même avis, puisqu'ils l'ont classé non pas comme bâtiment historique, mais comme l'une des constructions les plus moches de la ville. Ça veut tout dire. Désolé si vous travaillez dedans ou si vous le voyez de votre fenêtre. Et un rond-point de plus dans notre vidéo pour l'Hérault. S'il y a des habitants de Montpellier qui regardent cette vidéo, vous savez exactement vers quoi je me dirige. Il est hyper connu. C'est peut-être même le rond-point le plus connu de France. Le rond-point saucisse. Si. Non mais ne nous faites pas croire qu'il s'agit d'un hommage à Confucius. Vous ne dupez personne les gars. L'artiste vous a vendu le projet en vous disant il s'agit de représenter le concept du tout ou rien ainsi que le système binaire imaginé par le philosophe chinois. Non les gars, non. On arrête 2 minutes. L'artiste a mangé une choucroute à la cantine, il y avait un donut en dessert, c'est tout. Ça ne va pas plus loin que ça. L'hôtel du Château des Pères, situé à Piré-Chancé, en Ille-et-Vilaine, a été élu par le magazine Hotel and Lodge 3e plus bel hôtel du monde. Mais avec un tel titre, je m'attendais clairement à un certain standing. Je ne m'attendais clairement pas à cette extension à mi-chemin entre science-fiction, arbres, bulles, tête de mignon. Je ne sais pas quoi en penser. Bon après, pour ma défense, j'avais pas vu que c'était le 3e plus bel hôtel du monde dans la catégorie insolite. Mais quand même, quoi qu'il en soit, comptez minimum 150 € la nuit pour dormir dans ce lieu particulier, bizarre. Non mais c'est bizarre, c'est le thème de la vidéo, il est bizarre ce lieu. Aux alentours de Pouligny-Saint-Pierre, dans l'Indre, il faut vous aventurer dans la forêt pour pouvoir tomber sur l'une des choses les plus bizarres de ce 107, une pierre à sexe. Non mais à 2 doigts d'arrêter la vidéo ici et maintenant. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Le pire c'est que ça fait débat. On nous dit ce n'est pas une sculpture, ok, soit, c'est un symbole de fécondité, sans déconner. On nous dit aussi c'est une formation géologique 100% naturelle. Pardon ? Quoi qu'il en soit, si on est du côté de la légende, on peut tourner autour ou s'asseoir dessus si on désire avoir des enfants. Mais si on préfère se tourner du côté géologique, on serait plus sur une pierre vieille de plus de 155 millions d'années, formée par une accumulation de couches sédimentaires et façonnée par des phénomènes météorologiques. Dans tous les cas, l'histoire et l'apparence de cette pierre est hyper insolite. Bon, et tant qu'à faire, on reste dans le créneau des pierres très bizarres, mais cette fois-ci, on explore la catégorie pierre tombale. Et pour ce faire, direction le cimetière de La Salle, à Tours, en Indre-et-Loire. Bon, à première vue, c'est un cimetière tout ce qu'il y a de plus normal, mais si vous vous baladez un petit peu au milieu des tombes, vous allez vous retrouver nez à nez avec la sépulture de François-Jean Boileau. Y a pas à dire, c'est assez explicite, comme le représente la petite sculpture de train accidentée sur la tombe. L'homme est bien mort dans un accident ferroviaire à Dissay sous Courcillon en 1878. Un petit clin d'œil assez glauque, si je puis me permettre, à sa vie. Enfin plutôt à sa fin de vie de cheminot.
Pour l'Isère, c'est le genre d'endroit typique d'un acte manqué. Le pavillon Keller aurait tout pour lui. Une histoire riche, une apparence atypique et un charme qui ne demande qu'à être révélé. Mais à l'heure actuelle, bon, il est plus ou moins à l'abandon et attend d'importantes rénovations. Il a néanmoins déjà une petite carrière dans le cinéma. Tout est bon à prendre. Non, vous n'avez pas atterri aux côtés de Louis de Funès dans La soupe aux choux, mais à Courlaoux dans le Jura. En attendant, avant de vous faire votre avis sur cette architecture, je vous ai pas encore dit le meilleur. Cette soucoupe volante n'est autre que le peloton motorisé de la gendarmerie. C'est incroyable. J'ai limite envie de faire un excès de vitesse dans le Jura pour vérifier que ce sont pas des petits bonhommes verts qui vont m'interpeller. Bon, ça fait un petit moment qu'on n'a pas parlé de rond-point, je crois. C'est pas vrai, mais j'ai envie de parler de rond-point. Les Landes nous offrent leur meilleure fierté, les kiwis. Le rond-point de Peyrorade rend hommage au fleuron de l'agriculture landaise, le kiwi de l'Adour. Dites-vous, selon des chiffres datant de 2022, on compte pas moins de 350 kiwiculteurs. C'est comme ça qu'on dit. Tout ça dans le bassin de l'Adour qui produisent 25% de la production nationale. Le kiwi de l'Adour possède même son site personnel, sur lequel vous retrouvez plein de recettes à base de kiwi, dont celle du croissant au kiwi, les beignets au kiwi, ou encore moins sucrés, les huîtres au kiwi. Ça donne envie, ça, les huîtres au kiwi, miam miam. Et évidemment, on retrouve tous les athlètes qui le sponsorisent. Voilà. Et sinon, concernant le rond-point, je suis un peu déçu. Vu la fierté que c'est, on aurait pu s'attendre à des kiwis beaucoup plus gros. Ça aurait eu plus de style, c'est certain. Non mais je suis un expert au rond-point maintenant, je peux me permettre. Prenez garde si vous allez à Blois, au Dragon. Cette étrange installation fait partie de la maison de la magie Robert Houdin, célèbre magicien originaire de la ville qui abrite aussi le Conservatoire national des arts magiques et de l'illusion. Déjà, première nouvelle, il y a en France un conservatoire de la magie. Et de deux, j'attendais plus de spectacles. Je sais pas moi, que les dragons crachent du feu ou au minimum qu'il y ait un peu de fumée. Bon, je charrie, mais en vrai c'est quand même hyper stylé. La petite route qui semble descendre s'appelle la route magique et ne descend pas du tout. Je m'explique. Elle se trouve pas loin des Noé sur la D47. Rien de très intéressant en apparence, je vous l'accorde, sauf que sa singularité est ailleurs. Si vous descendez la route, vous aurez l'impression de monter. Et inversement, si vous la montez, vous aurez l'impression de descendre. C'est super bizarre, c'est juste dû à une illusion d'optique, mais c'est à vivre, je pense. La France compte plus de 42 000 églises. Si elles suivent toutes des plans et des normes architecturales relativement semblables selon les époques, il n'est pas étonnant qu'elles aient toutes quand même leurs petites particularités. Mais qu'on s'entende, il y a particularité et particularité. L'église de Saint-Vert dans la Haute-Loire, on est au-delà de la particularité. Elle possède par exemple de superbes modillons. Pour votre culture G, des modillons, ce sont des sculptures qui servent à soutenir une corniche. Eh bien ceux de l'église de Saint-Vert donnent l'impression qu'ils vont nous cracher dessus. À la plage du Nez de Chien, en Loire-Atlantique, se trouve un serpent d'océan. Cette phrase à elle seule est bizarre. Je veux dire, une plage déjà qui s'appelle Nez de Chien, c'est un peu drôle. Et puis surtout cette sculpture. Elle a été réalisée par un artiste chinois, naturalisé français, et devenu citoyen d'honneur de la ville, et représente le squelette d'un serpent géant. Si vous empruntez la route de Coulon à Sully-sur-Loire, vous arriverez au lieu-dit de la Cornaderie. Décidément, à une lettre près, que ce soit le nom de la route ou du lieu, je passe pas loin de la démonétisation. Et comme vous pouvez le voir avec Maps, faut pas être cardiaque. Parce que le jardin de cette maison est rempli de poupées. Il y a du taf, je suis d'accord, je le reconnais, aucun problème. Mais vraiment, je n'y mets pas un pied, c'est beaucoup trop glauque comme endroit. Regardez-la, celle à l'entrée là, à deux doigts de me sauter à la gorge. Quand j'ai vu que dans le Lot se trouvait le musée éclaté, j'étais ravi. Un musée qui assume d'être éclaté au sol, ça annonçait quelque chose de très cool. Bon, il s'agit juste d'un musée dispersé sur plusieurs sites du village de Cardaillac. Donc il est éclaté en plusieurs lieux quoi. Dans une visite guidée de 3 heures, quand même, les habitants vous présentent la vie d'autrefois. Finalement, c'est pas mal, c'est un véritable saut dans le temps qui n'a d'éclaté que le nom. Dites les fans du film Barbie, sachez que le Lot-et-Garonne est votre destination de rêve. Les autres par contre, si vous n'avez pas envie de vomir des arcs-en-ciel, vaut mieux s'abstenir d'aller à l'hôtel Le Stelcia, situé à Saint-Sylvestre, parce que comme vous pouvez le constater, c'est très coloré et surtout très rose. Si vous pensiez que l'intérieur de cet hôtel serait peut-être un peu plus sobre, je suis désolé, vous mettez le doigt dans l'œil. Il manque plus que vous rameniez votre panoplie de Barbie Marie-Antoinette et c'est l'extase sur place. Et fun fact, ce château appartient au fondateur de Jiffy. Son souhait était que cet hôtel de luxe ait une âme d'enfant. Y a pas à dire, c'est assez réussi.
Une famille de Lozère vit dans une sculpture. Cette phrase est dingue. C'est le concept d'Utopix, un lieu où tu conduis des voitures en pierre, où tu assistes à une réunion de brouettes et où tu peux capturer des Pokémon. C'est comme si Gaudi et le Grand Schtroumpf s'étaient alliés pour construire cet endroit, c'est complètement barré. À Angers, la cité Kalougine, construite dans les années 70, devait être un lieu tourné vers la nature, recouvert par beaucoup de végétation. Sur le papier, c'est vachement cool, mais force est de constater qu'il y a eu un léger raté au niveau de l'exécution, ce qui fait qu'elle a cette allure troglodyte, digne presque de Tatooine. Pour les riverains, ça ressemble plus à un dessin animé, puisqu'ils la surnomment Cité Barbapapa. N'hésitez pas, vous, à me dire en commentaire à quoi elle vous fait penser. Après la maison sculpture, la maison caveau. Près de Roncey, dans la Manche, loin de tout, au milieu de rien, se cache le mausolée de Letonneur. C'est un mix entre un château fort et un tombeau antique. Le bazar fait 30 mètres de haut et a été construit au début du XXe siècle. De près, le monument national de la Marne est une sacrée réussite. Les sculptures de soldats sont très bien exécutées et rendent un bel hommage à tous ces hommes qui ont combattu lors de la première bataille de la Marne en 1914. Mais seulement de près, parce que de loin, on dirait un... Enfin, vous avez l'idée quoi. On se trouve au croisement entre les rues Victoire de la Marne et Docteur Michel à Chaumont en Haute-Marne. Et ce bâtiment insipide, oubliable, ne ressemble plus du tout à ça. Il a été upgradé par une artiste qui a baptisé sa fresque le Morpiona. Ce nom plutôt chelou prend tout son sens quand on sait qu'un QR code disponible sur place vous permet de lancer une partie de Morpion justement. C'est complètement improbable, j'adore. On arrive en Mayenne, et comme je trouve qu'on n'a pas assez parlé de rond-point, voici donc le plus connu de la région, le Zoom. Alors, œuvre d'art ou croûte monumentale? La question fait débat. Ah, et si vous voulez du bizarre hyper stylé cette fois-ci, voici le musée Robert Tatin. C'est très connu en Mayenne, mais pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un homme qui a passé des années à transformer sa propre maison en s'inspirant d'artistes, de religions, de légendes du monde entier. Ça a l'air super cool à faire, et d'ailleurs, Joueur du Grenier a tourné une vidéo là-bas. Voici une partie des ruines d'une forteresse très ancienne. Et ça me bute parce qu'on dirait que tout le monde a oublié qu'elle était là. Ça prend son goûter, ça joue à la balançoire juste en face, ça gare sa voiture à quelques mètres, alors que le truc daterait vraisemblablement de l'époque gallo-romaine et que son histoire est hyper riche. Et puis le nom de ce château, il est surnommé le château Quicangrogne. Je vous jure, quand je me suis renseigné à son sujet et que j'ai vu le décalage entre son histoire et ce que ce lieu est devenu, je me suis demandé si la Meurthe-et-Moselle ne nous faisait pas une énorme blague. Nouveau département, nouveau rond-point. Voici le rond-point des vaches bleues, des Godel de leur vrai nom. Il se trouve à Commercy, c'est censé représenter des vaches laitières. J'ai essayé de comprendre pourquoi elles étaient bleues et conclusion, c'est pour attirer l'œil. Par contre, pour les proportions de ces pauvres vaches, là j'ai pas d'explication. Si je vous dis la Tour des Vents, là comme ça on s'imagine quelque chose qui sort d'un roman d'heroic fantasy, un truc mystérieux, peut-être même un peu antique. Eh bien à Lorient, dans le Morbihan, on part plutôt sur un délire gris, acier, métal. Bon, pourquoi pas, c'est un style. Je critique pas trop uniquement à cause de la tyrolienne qu'on trouve en haut de la tour, parce que ça c'est cool, j'avoue. Évidemment, vous connaissez tous Monsieur Stark. Non, pas lui non plus, non, je vous parle de ce Stark, Philippe Stark, le designer qui a imaginé des constructions incroyable, et il a encore frappé, cette fois-ci en recréant la maison dans Jack et le haricot magique à Metz. Sauf que là, le haricot, c'est un immeuble en béton. C'est cool dans les contes, dans la réalité, je vous avoue que j'ai quelques réserves. Je l'ai dit en intro, dans cette vidéo, je m'attaque à toutes sortes de bizarreries. Et la Nièvre, je dois dire qu'avec l'esthétique de l'église de Sainte-Bernadette du Banlay, vous tapez très fort. Mais que s'est-il passé? Est-ce qu'il y avait une promo chez le bétonneur du coin au moment de la construction? Est-ce que le bon goût était en congé? Non mais on veut savoir là. L'élément le moins angoissant se trouve sans doute dans la toute petite statue de l'architecte qu'on trouve pas loin de l'église et qu'on ne remercie pas. D'ailleurs, il a expliqué lui-même que ce lieu terrible, difficile à franchir, s'ouvre sur un espace intérieur protecteur. Écoutez, j'ai vu l'intérieur et croyez-moi, on n'est pas non plus sur une ambiance plaid chocolat chaud. Arrêtez tout, messieurs, dames, j'ai trouvé les maîtres dans l'art du rond-point, et c'est évidemment dans le 59, dans le Nord, à Saint-Amand-les-Eaux qu'on retrouve ces artistes. Ce n'est pas un giratoire bizarre qu'ils ont conçu, mais plusieurs au fil du temps. Il suffit de se rendre sur Google Maps et de remonter le temps pour s'en rendre compte. Des pingouins et la banquise, pour pas qu'on oublie qu'il fait froid dans le Nord, une arche internationale, des panneaux dans tous les sens pour être sûr de se planter de direction, un
temple maya, parce que pourquoi pas, un jardin d'inspiration japonaise avec Naruto, la tête d'Abraham Lincoln. Voilà, vous l'avez compris, hein, il s'arrête jamais de nous faire voyager. Et quand je dis il, je parle du collectif Girat Art, qui en plus d'avoir beaucoup de goût, a beaucoup d'humour pour son nom. Ah là là, l'Oise est assez remontée. Un article s'émeut d'avoir 3 bâtiments de Compiègne épinglés par le compte Twitter La France Moche. Et je dois dire que l'église Notre-Dame de la Source mérite un petit peu sa place dans la liste. Certes, le toit symbolise le manteau de Marie, mais absolument personne ne juge le message ou la symbolique. Ce qui est pointé du doigt, c'est l'exécution, évidemment. On peut tous se mettre d'accord sur son exécution éclatée, non ? Bienvenue dans l'Orne. Alors, on a le choix entre le grillage du parc des expositions d'Alençon et les boîtes de conserve de la Luciole, situées juste à côté. Je vous laisse débattre en commentaire. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on en a vraiment 2 pour le prix d'un. Un des lieux les plus insolites et bizarres du Pas-de-Calais, c'est le front de mer de la ville de Calais. Pourquoi ? Parce qu'on y trouve un dragon qui crache du feu et sur lequel on peut embarquer à 50 personnes. Non mais je sais pas quoi vous dire de plus pour vous convaincre que le Pas-de-Calais possède des choses très bizarres. Les Halles Saint-Pierre de Clermont-Ferrand reviennent de très loin. Il y a quelques années, le marché ressemblait encore à ça. Un mix d'un empilage de caisses de Crash Bandicoot avec Ikea. On comprend pourquoi les Halles ont eu le droit à un petit ravalement de façade. Quel est le délire avec la caisse d'épargne ? Et est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ? Je pensais qu'on avait eu notre compte avec celle de la Gironde, mais non, il faut que celle des Pyrénées-Atlantiques en rajoute une couche. Sur le subreddit Urban L, il comptabilise plus de 5000 upvotes. Un jour, je vous le dis, la France va percer à l'international, et ce sera pas pour les bonnes raisons, hein. Et on enchaîne d'ailleurs avec le 65. Grâce à son pied qui tourne à 360 degrés, cette maison rotative permet de suivre la course du soleil et donc de faire des économies d'énergie ou, au contraire, elle permet de pas suivre la lumière et de rester du côté obscur de la force. Plus sérieusement, cette maison qui, je trouve, ressemble au masque de Dark Vador est une super idée pour rendre nos habitats plus éco-responsables. Le théâtre de Perpignan. Vous vous attendiez à ce que je parle de ça pour les Pyrénées-Orientales, c'est obligé. Comme si un Ricola géant avait été jeté dédaigneusement à la face du monde. Il est surnommé le Grenat à cause évidemment de sa couleur, mais aussi en référence à la pierre du même nom, emblématique de la région. Je me demande s'il est visible depuis l'ISS d'ailleurs. Avant, la Maison Rouge de Strasbourg ressemblait à ça. Pour ceux qui sont pas familiers avec cette institution historique, il s'agit d'un établissement hôtelier créé au XIIIe siècle qui a accueilli des personnages très célèbres comme Charles de Gaulle, Churchill ou encore Victor Hugo. Dans les années 70, ils ont totalement détruit la façade de 1900 pour en faire ça. Voilà, je vais pas faire de commentaires et juste vous remettre l'avant et l'après. Le Cruz-Torsa est le symbole phallique de Blotzheim. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est cette plaque. Une érection de granit rose qui cherche à concurrencer l'obélisque de la Concorde. Bon là, est-ce qu'on peut au moins s'accorder sur celui-ci et dire que c'est juste immonde ? Et c'est quoi ça ? Une flamme dans le style brutaliste ? Un étron de fer ? Non, vraiment, mon cœur balle. Ah, c'est un rond-point. Eh bien, un de plus à ma collection, j'imagine. Le quartier de la Croix-Rousse à Lyon cache le jardin de Rosamire. Il est composé d'une étrange structure faite en pierre et en coquillage. C'est un maçon espagnol qui a mis plus de 20 ans à le réaliser en hommage à sa mère et à la Vierge. C'est la Haute-Saône qui nous permet enfin d'évoquer une réalisation du Corbusier. Je ne le présente pas, même si vous connaissez pas forcément son travail, vous avez sûrement entendu son nom. Et une de ses œuvres les plus emblématiques est la chapelle Notre-Dame du Haut. Le monument est rempli de références et de symboliques religieuses, et tout est fait pour faire vibrer la splendeur du béton brut. Je sais pas vous, moi je trouve qu'il y a que les architectes qui arrivent à trouver du béton splendide. Ferdinand Fillot fait partie de ces pionniers de l'histoire passés à la trappe. Et peut-être à juste titre, parce que dans les années 20, il est l'un des premiers à concevoir des préfabriqués, qu'on peut voir à Guignon en Saône-et-Loire, et qui ont super bien vieilli avec leurs petites rouilles et leur vétusté. Après, il faut rendre à César ce qui est à César. Son invention a permis de régler rapidement une crise du logement qui touchait les employés des forges aux alentours, puis de fournir des prisons pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais malgré cette histoire forte, je suis désolé, j'ai quand même tendance à lui en vouloir un tout petit peu quand je vois ça. Si
Si on tape sur Google Sarthe et Bizarre, on tombe inévitablement sur la brasserie Bizarre. Et c'est vrai qu'on peut pas la louper. Extérieur rose, intérieur hyper coloré et bière au goût très insolite. C'est un ancien joueur pro de basket qui s'est associé avec son meilleur ami pour créer cette brasserie. Mention spéciale aux affiches publicitaires. Ça, typiquement, c'est un lieu bizarre, mais hyper cool. Promis, c'est pas le vin de Savoie qui était peut-être un peu trop fort au moment de la construction, ni un problème de photo, mais bien juste la maison qui est penchée. Et si je l'ai sélectionné pour la Savoie, c'est que son histoire est absolument improbable. Cette tour de Pise est en fait un ancien blocos construit en 1939 pour surveiller l'entrée du tunnel de Fréjus à proximité. Et vous êtes pas prêts pour la suite ? En 1944, le bâtiment a littéralement été propulsé dans les airs par l'explosion de 2 wagons remplis d'explosifs dans le tunnel lors du repli des Allemands. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec une maison, certes penchée et à plusieurs mètres de son emplacement initial, mais entière et parfaitement à sa place dans cette vidéo. En Haute-Savoie, il existe un refuge de montagne qui s'appelle le refuge du goûter. Et je trouve ce nom super réconfortant. Imaginez, vous êtes à quasiment 4000 mètres d'altitude, vos chaussettes sont mouillées, le bout des doigts est en train de se nécroser, vos sourcils sont gelés. Et là, vous avez un petit chalet en bois qui vous accueille, le feu dans l'âtre, le chocolat chaud en train de chauffer, l'odeur des crêpes qui embaume l'air. Et en fait, pas du tout. Vous tombez sur un gros vaisseau prêt à décoller. Bon, je charrie un peu parce que l'intérieur a l'air quand même hyper cool. Rue Jean Colly, dans le 13e arrondissement de Paris, il est impossible de se perdre grâce à cette carte en mosaïque géante qui recouvre intégralement la façade d'un immeuble. Quant au viseur rouge, si vous vous posez la question, aucun sniper dans les parages, mais simplement des indications sur votre emplacement, les distances et les temps de marche. L'église Saint-Martin de Foucarmont, en Seine-Maritime, donne toutes ses lettres de noblesse à l'expression « il n'y a pas que l'apparence qui compte ». Oui, vu de l'extérieur, personnellement, j'ai pas envie d'y mettre les pieds, mais à l'intérieur, là je dois dire que vous vous rattrapez bien. Bon, il s'agit que d'un seul pan de mur, mais on apprécie quand même. En 2021, le journal La Marne posait la question « À quoi sert le grillage autour du château d'eau de Noisiel ?» Et quand on voit la tête de l'édifice, on peut pas leur en vouloir de se poser des questions. À l'origine, cette sculpture en grillage de 37 mètres, qui donne au château d'eau des allures de tour de Babel, devait être totalement recouverte de végétation. Le hic, c'est qu'ils ont pas l'air d'avoir capté qu'il y avait trop de vent pour que les plantes poussent correctement. Un beau manque de flair auquel il faut encore ajouter un arrosage défectueux. Résultat, le château d'eau est tout sauf caché. Dans les Yvelines se trouve le quartier des Dents de Scie. C'est une cité ouvrière construite entre les années 20 et 30 et en vue satellite, c'est insolite. Comme son nom l'indique, les habitations sont construites en dents de scie. Ça donne à l'endroit une atmosphère très particulière et une esthétique qui a notamment inspiré le cinéma. Le théâtre de Bressuire, dans les Deux-Sèvres, n'a pas fait l'unanimité dans le monde de l'architecture. Peu de temps après son inauguration en 2012, le service territorial de l'architecture a trouvé que la couleur rouge du théâtre n'était pas en adéquation avec son environnement. Par contre, sa forme, aucun problème. Je suis allé voir sur Maps et apparemment, le message a dû passer au-dessus de la municipalité parce que le bâtiment est toujours rouge vif 12 ans plus tard. La Somme nous offre du monumental, avec le bâtiment des Coursives. Il est devenu le symbole du quartier d'Étouvie à Amiens. Il est en voie de démolition et ça crée pas mal d'interrogations. À l'intérieur, on y trouve entre autres des logements, des commerces, des bureaux, des services et même la mairie du secteur ouest. Une vraie petite ville en fait. Voici le grand théâtre des Cordeliers, à Albi. Alors, rien de choquant au premier abord, si ce n'est que ça vous rappelle pas la forme d'un restaurant de fast-food avec un M jaune ? Attendez, non, j'ai mieux, un temple chinois. Ou le mix des deux, je sais pas. Nous sommes pas loin de Montauban, dans le Tarn-et-Garonne, et ce que vous voyez, ce n'est pas une église abandonnée, c'est une église inachevée, c'est pas la même chose. Le projet commence dans les années 20, s'interrompt à la fin des années 30, et depuis, plus rien. Enfin, pas exactement plus rien, son nouveau propriétaire prévoit d'y faire des travaux afin d'y organiser des réceptions. Affaire à suivre donc. Les Toulonnais qui me regardent, ne dites rien. Les autres, quel est ce bâtiment ?
Réponse A, c'est un manoir hanté. Réponse B, c'est la maison du Fada. Réponse C, un décor de Disney qui est parti en vacances dans le sud. Et réponse D, la fameuse réponse D, vous connaissez cette blague, tout le monde l'a fait. Je vous laisse répondre en commentaire. Attention, la réponse était évidemment la maison du Fada, qui est en réalité un belvédère décoratif construit à la fin du 19e siècle à la demande de gens nobles et pas de gens du clergé pour orner son jardin. Si vous voulez que votre mariage ne ressemble à aucun autre, il faut aller dans le Vaucluse. Et plus précisément au domaine de la Santonne. Là-bas, il y a 7 chapelles, un subtil mélange de rascasse sur le devant, escargot aplati sur le côté et arbre mort pour célébrer la vie et l'amour à deux. En contrebas des ruines de l'abbaye de Maillezais se trouve un pied de géant égaré et complètement esselé. Il ne s'agit pas des restes d'une sculpture de géant effondré, mais du pied de Gargantua, le célèbre personnage de Rabelais qui, apparemment, a perdu un pied. Rabelais a en fait vécu dans l'abbaye entre 1520 et 1524 et a donc choisi de faire évoluer son personnage en Vendée. En cherchant cette fameuse godasse en pierre là sur Street View, je suis tombé sur cette réunion bien creepy de moines, puis en me décalant encore sur ces gens qui flottent dans les airs et qui sont super bien intégrés à l'image. C'est un véritable symbole de la Vienne qui est parti en fumée il y a quelques années. La main jaune fut, mais n'est plus. C'est un incendie volontaire qui a mis fin à cette vision très singulière. Apparemment, quelqu'un n'était pas très content de devoir passer devant tous les matins. Oui, parce qu'elle ornait un rond-point. Les automobilistes ont dû supporter la vue de son cadavre pendant plusieurs mois avant qu'il ne soit démonté. Mais le sculpteur ne lâche pas l'affaire pour autant. Il souhaite que des restes soient exposés dans un musée afin de garder une trace de la sculpture. Et a pour projet de réutiliser des matériaux de la sculpture pour en créer une nouvelle. Et il a même réussi à faire rebaptiser le rond-point du nom de sa sculpture. Amis viennois, vous n'êtes pas à l'abri d'une nouvelle dinguerie dans les années qui viennent. La Charente est un fleuve de plus de 360 km qui a la particularité d'être calme, même parfois très calme. J'aime pas trop beaucoup ça. À tel point qu'Henri IV lui-même se moquait un petit peu en l'appelant le plus beau ruisseau de mon royaume. On se fendait vraiment la poire à l'époque. Bon, mis à part ça, la Charente reste quand même un fleuve d'importance qui mérite d'être mis en avant. C'est ce qu'a fait la ville de Chéronac, lieu où elle prend sa source, en lui consacrant cette magnifique mare. Y a pas vraiment d'autre mot, hein, c'est une mare. Juste un trou d'eau avec un caillou au milieu et des dalles autour. Mais attendez, c'est de là que prend sa source la Charente, c'est... Bon, Saint-Dié-des-Vosges, qu'est-ce qu'on fait de ça ? Est-ce qu'on en parle peut-être un peu avant ? Il s'agit de la Tour de la Liberté. Non mais attendez, ça c'est un symbole de liberté. Même ça c'est un symbole de liberté. Mais votre truc là, un grand oiseau blanc aux ailes tendues vers le ciel et qui est considéré comme une cathédrale de l'espoir. Très peu pour moi, hein. Les seules choses cool de ce bâtiment, c'est le fait qu'il était dédié aux personnes à mobilité réduite et qu'il était à l'origine installé au jardin des Tuileries pour fêter le bicentenaire de la Révolution française. Dans Lyon, on trouve la Fabuloserie, un lieu intégralement dédié à l'art brut qui accueille plus de 1000 créations d'artistes. C'est colossal. Et là, pour le coup, c'est assumé, hein. C'est un espace qui rend hommage à l'étrange, au bizarre et à tout ce qui est hors norme. C'est parfaitement dans le thème de la vidéo. C'est un fait, le prenez pas mal les gars. Mais quand on demande à quelqu'un de lister les départements français, le territoire de Belfort, et c'est pas le premier qui nous vient en tête, hein. Et pourtant, il mériterait d'être mis en avant. Et pour le découvrir, quoi de mieux que d'aller au parc acrobatique de Bavilliers ? Tyrolienne, acrobranche et surtout, mur d'escalade sur un château d'eau, c'est improbable ! Pour rencontrer un vrai cyclope, rien de plus simple les gars, il suffit d'aller dans l'Essonne, et plus particulièrement dans la forêt de Milly. Pour le trouver, il suffit de tendre un peu l'oreille, avec le boucan qu'il fait, il est impossible à louper. Je vous présente le cyclope, un colosse de plus de 22 mètres, totalement biscornu. Je sais même pas par où commencer, tellement cette sculpture est remplie de bizarreries. Il y a notamment l'œil qui bouge de manière assez dérangeante, la machinerie digne de Vinci, la langue toboggan qui vomit de l'eau, ou encore l'appartement laissé à l'abandon avec des assiettes à moitié remplies. Bref, cette œuvre clandestine et collective, construite entre 68 et 94, ne laisse définitivement pas indifférent. Après, est-ce que c'est positif ou négatif ? J'arrive pas vraiment à savoir. Nanterre, dans les Hauts-de-Seine, est un bon challenger pour proposer du bizarre moche. Et il suffit juste de commencer par l'hôtel de ville, hein, finalement. Y a pas de débat possible. On a envie de retourner se coucher quand on voit ça. Du coup, big up à toutes les personnes qui bossent à l'hôtel de ville, et donc qui arrivent à passer la porte.
J'ai une question pour la Seine-Saint-Denis, enfin plutôt pour Noisy-le-Grand. Est-ce que c'est un projet d'avoir le max de bâtiments dignes des régimes dictatoriaux? Entre les arènes Picasso et les espaces Abraxas, on se croirait presque chez Staline au début du XXe siècle, quoi. Non mais j'exagère un peu, mais je suis pas le seul à le penser. Apparemment, les équipes du film Hunger Games ont trouvé que la ville était parfaite pour représenter la capitale du régime du tyran Snow dans le 4e film de la saga. Le Val-de-Marne. J'ai pas pu me résoudre à n'en choisir qu'un. Alors mention spéciale pour la cité des choux-fleurs à Créteil, mais aussi pour la statue Carla Bruni. Le maire de la ville souhaitait rendre hommage aux ouvrières de la commune, plus exactement aux plumassières du 19e siècle. C'était des femmes originaires d'Italie qui fabriquaient des plumes. Et puisque Carla Bruni était première dame à l'époque, elle avait accepté de poser pour l'artiste. Cette pyramide en verre qui a l'air tout droit sorti de l'univers Star Wars est un monument érigé à la mémoire d'un emblème français aujourd'hui disparu. Si vous voyez pas ce que c'est, je peux vous aiguiller en vous disant que c'est à Roissy. Bon, je vous le dis, c'est un train d'atterrissage de Concorde mis sous verre. Il a été offert par Air France à la ville le 24 mai 2005 en souvenir de l'appareil mythique. Bon, après, offrir un morceau d'avion qui symbolise entre autres l'un des plus grands drames de l'aviation française, c'est tout de même particulier. Planter dans le sol la tête d'un héros national, c'est ce qu'a décidé de faire la Guadeloupe pour rendre hommage à Louis Delgrès, un abolitionniste et fervent défenseur des droits de l'homme de la fin du XVIIIe siècle. La statue de l'homme se trouve au fort qui porte le même nom et elle est entourée par des pierres volcaniques disposées en cercle. Si vous plongez dans la baie de Saint-Pierre, en Martinique, ne paniquez pas, mais vous pourrez peut-être rencontrer deux déesses marines, Mamandlo et Yemaya. Il s'agit de deux énormes sculptures en pierre. Voilà, je préférais vous prévenir parce que si vous tombez nez à nez avec cette tête, j'ai pas envie d'apprendre qu'un abonné s'est étouffé avec son masque de plongée. Ah, la Guyane, mon petit chez-moi. Un lieu en particulier est parfait pour cette vidéo. C'est un tout petit village qui s'appelle Trou-Poisson et qui se situe sur la grande nationale qui traverse tout le département. Voilà, Trou-Poisson, c'est 5-6 maisons dont la moitié tombe en ruine et je sais même pas s'il y a des poissons à côté. Vous êtes à La Réunion, en voiture, du côté des Avirons, et bam, une maison cadeau. Enfin, quand je dis maison cadeau, vous attendez pas à gagner une maison quand vous passez devant, c'est juste une maison qui a la forme d'un cadeau. Il y a d'autres curiosités à voir sur l'île, mais je préfère les garder pour une prochaine vidéo. Pour Mayotte, je me suis demandé quel genre d'art on trouvait sur l'île. Et je suis tombé sur ça, une sculpture d'hippocampe faite en matériaux de récupération. On le voit, il a été un peu abîmé par le temps, mais il a été rénové. Aux dernières nouvelles, on le trouvait pas loin de la MJC de Mtsapéré. Mais pas sûr qu'il y soit encore, donc si certains ont des infos, s'il y a des gens de Mayotte qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Et concernant le choix de la représentation, l'hippocampe est tout simplement l'emblème de l'île. On le retrouve même sur ses armoiries. L'île de Saint-Pierre-et-Miquelon est connue entre autres pour ses façades très colorées, ses ambiances de village marin et son musée de l'Arche, qui ressemble à un temple chinois. Voilà, j'ai pas plus d'explications que ça. Saint-Barthélemy m'a donné du fil à retordre. Entre les villas de luxe et les paysages à couper le souffle, c'était pas simple de trouver ne serait-ce qu'un truc moyennement bizarre. Mais à force d'acharnement, j'ai trouvé l'intérieur de l'église Notre-Dame de l'Assomption de Gustavia, qui ressemble à un bunker nucléaire tagué. Bon, ok, entre nous, c'est pas si terrible, mais il fallait que je fasse un choix, c'est elle qui a pris la balle perdue, je suis désolé. En me renseignant sur Saint-Martin, je suis tombé sur un article, mais surtout sur cette photo. Et là, évidemment, j'ai tout de suite voulu en savoir plus. 3 indices donc, hôtel, Orient Bay et fresque murale. Ça a l'air très simple dit comme ça, mais j'ai pas mal galéré à savoir d'où vient cette photo. Au vu des transats et des bungalows, je dirais que c'est la Playa Orient Bay Hotel, mais j'ai aucune confirmation. La fresque en revanche est assez reconnaissable. Il s'agit d'une œuvre du peintre espagnol Juan Miró. Et ça, j'ai la confirmation parce que c'est écrit juste ici. Ça aide, merci beaucoup. J'ai évoqué tout au long de cette vidéo pas mal d'architecture d'église, mais je suis désolé, j'ai gardé le meilleur pour la fin et pour le coup il y a 0 vanne. C'est Wallis et Futuna qui vient conclure notre sélection avec l'église du Sacré-Cœur de Tepa, hyper reconnaissable grâce à son style, mais aussi à sa forme qui ressemble à un phare. Le tiki est un des symboles les plus connus de la culture polynésienne. Comme ils sont liés aux croyances et aux légendes des peuples ancestraux de cette partie du monde, ils sont assez répandus. Peu d'entre eux ont un visage souriant comme celui d'Utukua, et si je vous en parle, c'est déjà parce que je le trouve à la fois assez stylé et marrant, mais aussi parce que je peux pas m'empêcher de me dire qu'il ressemble à un orteil. Pour conclure cette vidéo, direction la Nouvelle-Calédonie pour voir ça.
Dès que j'ai vu cette image, je savais que j'allais vous en parler. Imagine, tu arrives dans la baie de Magenta, en bateau, et tu tombes sur ça. Non mais il y a de quoi se poser des questions. En fait, il s'agit du centre culturel Chibaou, qui est dédié à la préservation ainsi qu'à la promotion de la culture kanak. Et avant de partir, mini détour à l'île des Pins, dans la baie de Saint-Maurice, à Vao, pour admirer la dernière dinguerie chelou de cette vidéo, une statue entourée de totems. Je trouvais ça assez improbable et j'avais envie de vous la montrer. Ça, plus le fait que je peux conclure cette vidéo par l'image d'un bout de bois qui vous tire la langue, c'est parfait. Messieurs, dames, nous venons d'arriver au bout de ce 107 consacré aux lieux bizarres de notre beau pays. Encore une fois, merci d'être resté jusqu'au bout. Je pense avoir tenu mes promesses de début de vidéo, parce qu'on a vu un peu de tout. Du bizarre beau, du bizarre laid, du bizarre improbable, fascinant, complètement fou. N'hésitez pas de votre côté à partager vos propres trouvailles. On se revoit très très vite. Passez un bon dimanche. Salut Internet!